Donc il est effectivement très très mal depuis cette marche. Je pense surtout que c'est tout un ensemble de facteurs qui jouent. Déjà, je pense qu'ils essayent de profiter des Jeux Olympiques, puisque la période des Jeux Olympiques, historiquement, dans les actes russophobes, on n'est pas à la première utilisation. On se rappellera en l'été 2008, lors de la guerre d'Ossétie du Sud, donc entre la Russie et la Géorgie. Ça avait eu lieu lors des JO de Pékin, le Maïdan, Absolument. le renversement d'Yanukovych pendant les JO de Sotchi, Oui. et là, comme par hasard, de nouveau un regain de tension ici pendant les JO à De Rio. Ouais. Ouais. Bon, donc déjà, ça c'est, je pense, un des gros facteurs. Effectivement, la situation en Ukraine se dégrade de plus en plus et de plus en plus vite. L'Ukraine se vide de sa population, elle par contre. L'Ukraine perd énormément entre de sa jeunesse qui part en Pologne, dans les États baltes, En Allemagne aussi, en Russie pour aller trouver du travail parce que c'est impossible d'en trouver en Ukraine. Donc ils se retrouvent de plus en plus dans une situation très très difficile dont ils n'arriveront pas à sortir. La guerre est pour une solution pour essayer de garder leur poste encore quelques semaines, quelques mois, en faisant diversion, puis de continuer de s'en mettre dans les poches, puisque toute cette clique qui est actuellement au pouvoir en Ukraine, elle est surtout là pour s'en mettre dans les poches, et sont surtout là pour s'enrichir sur le dos du peuple. On le voit avec Poroshenko, qui a multiplié sa fortune par 7 depuis qu'il est à la tête de l'État. Donc leur but, c'est d'arriver à s'en mettre un maximum dans les poches avant de partir sous les huées. Donc clairement pour eux, il leur faut gagner du temps. Donc la guerre c'est une bonne solution. Et puis ils savent de toute façon qu'ils ne pourront pas la gagner. Donc une défaite, ça va leur permettre de pouvoir jouer les victimes, de jouer les Calimero en disant mais si la situation elle est désastreuse en Ukraine, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on s'est fait écraser par la Russie. Le but, c'est de pouvoir se présenter en pauvre victime de l'agression russe et de dire, si le pays s'est effondré, c'est pas parce qu'on a été des incapables et des corrompus qui se sont nourris sur la bête, mais parce que la Russie nous a envahis et a gagné la guerre. D'accord. Donc, Il y a toujours cette... Et d'ailleurs, c'est revenu à nouveau ces derniers temps. Il y a toujours ce délire de la présence de l'armée russe dans le Donbass. Évidemment, aucun de ceux qui accusent l'armée russe d'être présente dans le Donbass aux côtés des forces de Donetsk et de Lugansk ne sont capables de produire des éléments visuels, des vidéos tangibles, voilà, tangibles. Ce qui est ridicule, ce qui est absolument ridicule, quand on voit les gens soutenir cette version, il suffit de se rappeler que en Syrie, lorsque l'armée russe est arrivée pour porter assistance à Bachar el-Assad, les avions n'étaient pas sur la base de Khmeimi depuis 24 heures, que les photos satellites en couleur haute définition sortaient sur Internet. Ouais. Made in USA. Donc, on pouvait presque lire les numéros sur les ailes, tellement c'était précis. Ouais. Donc, si l'armée russe était ici, il y a assez de satellites américains qui passent au-dessus de la zone pour qu'ils aient été détectés. Comme je disais dans un de mes articles, si l'armée russe est ici, Harry Potter a dû leur filer le brevet de sa cape d'invisibilité. C'est clair. C'est évident. Parce que les chiffres qui sont donnés en termes de dizaines de milliers de soldats russes, de milliers de chars, il suffit de se souvenir de la taille d'un char. Oui. En placement au sol d'un char, c'est à peu près la taille du bureau dans lequel je me trouve. Donc plusieurs milliers, ça apparaît sur des photos satellites. C'est d'ailleurs assez difficile à rentrer dans un garage de voiture. Ouais, le canon, il a tendance à dépasser, donc c'est tout le problème. Ça fait pas le même format qu'une Twingo, donc ça se voit quand même sur des images satellites. Il faut se souvenir que sur les points frontières actuellement entre le Donbass et la Russie, donc les gros points frontières comme Ouspenka, il y a des observateurs de l'OSCE qui sont là et qui surveillent ce qui passe. Moi, je suis déjà passé plusieurs fois par Ouspenka. Tu passes rien d'illégal là-dedans, c'est pas possible. La voiture, elle est fouillée de fond en comble, tes papiers sont vérifiés, etc. Et même les camions, il y a des scanners pour les poids lourds. Les poids lourds sont scannés. Donc c'était d'ailleurs l'accusation maîtresse il y a quelque temps à propos des convois russes humanitaires qui soi-disant planquaient des munitions, des armes à destination de Donetsk et de Lugansk. Alors effectivement, s'ils sont scannés, par définition, ils vont trouver très très vite.
Ah oui, Ils oui, auraient non, dû les trouver très très vite. Voilà, non, les convois sont scannés, tous les camions qui passent par la frontière sont scannés. Le moindre camion réfrigérant, il y a des files d'ailleurs de camions énormes à Ouspenka, c'est incroyable. Hein. Les camions peuvent mettre jusqu'à 2 jours pour franchir la frontière parce que le temps que tout soit inspecté, vérifié, le camion scanné, etc., les papiers vérifiés. Il faut un temps énorme, hein. On passe pas la frontière comme ça, hein. Pas du tout, hein. C'est pas du tout une passoire. Les douanes font leur travail, donc non. Et les convois humanitaires ont d'ailleurs été vérifiés à plusieurs reprises, hein. À leur arrivée à Lugansk ou à Donetsk, les camions ont été ouverts devant des journalistes ou devant des observateurs de l'OSCE qui ont pu vérifier que c'est effectivement de l'aide humanitaire, alimentaire ou sous forme de matériaux aussi, puisque la Russie fournit beaucoup de matériaux de construction, du ciment, du ciment, du verre pour des vitres, puisqu'ici on n'a pas d'usine capable d'en faire. Celle qui existait s'est pris des bombes sur la tête et elle est à moitié dans la zone grise, donc elle est inutilisable. Et des médicaments, matériel de purification, etc. Donc ça c'est clair. Il n'y a pas de colonne de chars qui passe la frontière depuis la Russie vers le Donbass. Je suis arrivée en voiture depuis la Russie en passant par Rostov. Non, il n'y a pas d'armée russe massée juste derrière la frontière et il n'y a pas de colonne de chars qui passe le point frontière, ça je peux le certifier. Et depuis que je suis ici, j'ai pas vu un seul soldat de l'armée russe. Donc depuis 4 mois. Oui. Non, mais de toute façon, à partir du moment, je veux dire, ceux qui sont un petit peu intéressés à tout ce qui est dans le domaine militaire, on sait très bien que les photos extrêmement précises étaient déjà réalisées à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je pense qu'en 70 ans, avec les satellites, les Américains, les Européens et toutes les nations qui possèdent des moyens d'envoyer des satellites dans l'espace réalisent désormais des photos d'une bien plus grande précision. C'est clair. Sans aucun doute d'ailleurs, de bien meilleure précision que celles qui nous ont été montrées à propos des avions russes sur la base de Emim en Syrie. Hein. Parce qu'évidemment, il faut pas laisser à l'adversaire le soin de découvrir ses moyens d'observation vidéo. Donc c'est certainement des vidéos encore plus précis que ce qu'on... elles sont volontairement dégradées malgré le fait qu'elles soient déjà extrêmement précises. Donc là, on peut fermer, je dirais, la parenthèse de la présence de l'armée russe dans le Donbass, rien qu'avec ces éléments-là. On attend toujours donc les photos, hein. N'hésitez pas, hein. Tous les gens qui pensent que l'armée russe est dans le Donbass, mais qui n'hésitent pas à nous fournir les éléments factuels, visuels, possibles et imaginables pour nous convaincre de cette ineptie. Voilà. D'ailleurs, on leur demandera si possible de pas nous sortir des photos datant de la guerre en Géorgie en 2008, comme l'a fait la trafiquée, comme l'a fait l'ambassadeur américain, ce cher Geoffrey Piat. Je me rappelle plus si c'était rajouté ou enlevé des camions. C'était dantesque. Donc il s'était fait débunker très très vite, mais il doute de rien, quoi. Donc ça prouve qu'ils sont capables de toutes les traîtrises pour essayer de prouver quelque chose qui n'existe pas en fait. Voilà. Non, c'est comme les passeports montrés par Poroshenko, c'est complètement ridicule. Les passeports avec des trous, je crois, c'est ça. Ça voulait dire que les passeports n'étaient plus valables, hein. Non, alors ce qui se passe, c'est que les passeports qu'il a montrés, déjà tu vois qu'il y a 2 couleurs. Donc tu vois qu'il y a des passeports intérieurs et des passeports extérieurs. Il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas de carte d'identité. D'accord. Donc le document d'identité interne, l'équivalent de notre carte d'identité, c'est le passeport intérieur. D'accord. Donc c'est celui qui est un petit peu plus pâle. Et tu as un autre passeport qui est le passeport extérieur, celui qui te permet de voyager à l'étranger, comme notre passeport à nous. Voilà. Et dans les passeports qu'il avait montrés, il y avait une bonne moitié qui étaient des passeports extérieurs. Il n'y a aucun soldat de l'armée russe régulière qui se trimballe en mission avec son passeport extérieur. Jamais de la vie. Ça reste à la maison. Oui, forcément. Donc déjà ça, c'est pareil. Il ne peut avoir sur lui que des papiers militaires. Que des papiers militaires. Donc les gars qui se sont fait attraper avec ça, ce sont des volontaires russes, des gens issus de la vie civile qui, effectivement, eux n'ont pas pris cette précaution qui est prise toujours par les militaires de ne jamais emporter. Tu n'emportes pas en mission alors que tu risques ta vie, tu risques de te prendre des balles, des shrapnels, etc. Tu n'emportes pas ton précieux passeport extérieur, c'est ridicule. Et puis il faut... Pour expliquer la présence de volontaires russes dans le Donbass, répéter encore une fois,
qu'avant 1991, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique et que beaucoup de familles russes ont des membres de leur famille qui sont liés ici avec des gens d'ici. C'était le cas de mon contact russe qui avait fait la Légion étrangère, avec qui j'étais en contact début d'année dernière, oui. Dont la sœur avait été mariée en fait avec un homme du Donbass, mais lui il venait de la Sibérie. Ouais. Donc il y a beaucoup de cas comme ça de familles mixtes ukraino-russes ici. En plus ici ce sont des russophones et avant la création de l'État ukrainien tel qu'on le connaît aujourd'hui par l'URSS, oui. C'est l'URSS qui a créé cet État, oui. De toutes pièces, le Donbass, la Malorossiya, la Novorossiya faisait partie de l'Empire russe. C'est Catherine II je crois, c'est ça? Catherine II. Donc toute cette zone-là appartenait à la Russie. C'est l'URSS qui, en bricolant cet État ukrainien, a rajouté sous Lénine le Donbass, puis sous Khrouchtchev la Crimée. Mais à la base, le véritable, on va dire, État ukrainien, si on devait parler réellement, c'est une petite partie, une zone un peu centrale de l'Ukraine, mais même la partie ouest a appartenu en réalité à la Pologne, à la Hongrie, à la Slovaquie, à la Roumanie. Donc la partie réellement ukrainienne, c'est à peine la moitié du pays. Hein. Toute cette partie où je me trouve actuellement, ce sont à la base des Russes, ethniquement parlant, linguistiquement parlant, culturellement parlant, religieusement parlant. Oui. Ils se considèrent comme Russes et pas du tout comme des Ukrainiens. C'est comme toutes les minorités russophones qu'il y a dans les pays baltes, qui se sont retrouvés coincés là quand l'URSS s'est effondrée par un malheureux concours de circonstances quand les frontières se sont retrouvées fermées. Alors Christelle, justement, j'ai pas envie de te couper la parole, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans un autre domaine, il y a beaucoup de gens qui disent, en particulier dans le même style que les photos trafiquées, etc., des gens haut placés en Occident qui n'arrêtent pas de répéter que la Russie, Poutine cherche à redonner à la Russie son côté impérial et essaierait d'expliquer par ça le fait que il faut s'attendre à ce que la Russie envahisse les pays baltes. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que Poutine envahirait les pays baltes après leur avoir donné leur indépendance en 1991 ? Ben, c'est pas Poutine en lui-même qui avait donné l'indépendance en 91, c'était l'URSS, effectivement. Poutine a toujours défendu, d'ailleurs, sur un plan diplomatique, légaliste, les minorités russophones des pays baltes, en soulignant à plusieurs reprises qu'il y avait de très gros problèmes. Hein, ce sont des sociétés d'apartheid. Hein. Les minorités russophones dans les pays baltes sont des citoyens de seconde zone. Et puis, si réellement ils avaient des volontés impérialistes, très sincèrement, ça aurait été fait depuis longtemps. C'est pas les pays baltes qui pourraient sérieusement résister à l'armée russe, soyons lucides 5 minutes. Il suffit de voir combien de temps l'armée géorgienne a tenu lors de la guerre d'Ossétie du Sud pour bien se rendre compte de la stupidité. 3 jours. Voilà, 3 jours. En 3 jours, ils ont été totalement défaits. Malgré la présence de militaires et d'encadrement américain, israélien, aux côtés de l'armée géorgienne quand même. Hein. Voilà, tout à fait. Mais même comme ça, ils n'ont pas résisté plus de 3 jours. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le mythe de l'agression russe en Ukraine ne tient pas plus longtemps, vu l'état de l'armée ukrainienne. Si réellement l'armée russe avait décidé de conquérir l'Ukraine, ça aurait été fait en maximum 1 semaine, ils auraient été à Kiev. Donc le fait que ce ne soit pas le cas prouve clairement, par le simple bon sens, la simple logique, qu'il n'y a pas d'agression russe en Ukraine. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de volonté expansionniste. Oui. D'ailleurs, Poutine a énormément poussé pour les accords de Minsk, pour le respect de ces accords de droit international. C'est un légaliste. Hein. Il a fait des études de droit, Poutine. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Oui, il est passé par le KGB, mais à la base, c'est quelqu'un qui a un diplôme en droit. Donc, c'est un juriste. Poutine. Et il a effectivement ce côté très légaliste, très respectueux du droit international. Et contrairement à ce que beaucoup voudraient faire croire, la réintégration de la Crimée au sein de la Russie n'est pas du tout une annexion. Si c'était le cas,
d'un point de vue du droit, l'Ukraine était en droit de faire appel à une juridiction de l'ONU qui est spécialisée là-dedans. Hein. Il y a Mais ce serait posé un problème, c'est que le référendum qui a eu lieu et qui a donné ensuite l'intégration de la Crimée dans la Fédération de Russie n'était pas le premier. C'est pas le premier. Il y en a eu un premier dans les années 90 qui avait donné le même résultat, mais sur lequel tout le monde s'était assis. Et à l'époque, la Russie n'était pas dirigée par on va dire un vrai chef comme maintenant. Donc la Russie n'avait rien fait pour défendre la population criméenne et sa volonté exprimée. Les choses ont changé depuis. En 15 ans. On se retrouve maintenant avec un président russe qui fait respecter autant que faire se peut le droit international. Et donc, Poutine, cette fois, a dit, le second référendum confirme d'ailleurs le premier. L'intégration d'ailleurs de la Crimée au sein de l'Ukraine était elle-même illégale, même au regard des droits des lois de l'URSS. Hein, Khrouchtchev a cédé la Crimée sans consultation ni de la population ni des organes exécutifs de l'URSS qui auraient dû normalement valider ça. Oui. Donc c'est en totale illégalité. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que l'Ukraine n'a pas poursuivi la Russie devant l'ONU. Pour toutes ces raisons, oui, tout à fait. Parce qu'ils savent de toute façon que s'ils poursuivaient la Russie, ils sont sûrs de perdre. Donc ça veut dire qu'au niveau du droit international, leur cause est déjà perdue d'avance. Ils préfèrent l'accuser sans faire de procédure pour que dans le doute, ils espèrent que l'opinion publique croit mordicus. Non seulement ça, et puis s'ils allaient devant cette cour et qu'ils perdaient, qu'est-ce qui se passerait? Ça équivaudrait en fait à une validation par l'ONU de la réintégration de la Crimée dans la Russie. Voilà. Et donc là, terminer les contestations, terminer les provocations médiatiques et toute la propagande qui est faite autour de ça, et donc fin des sanctions contre la Russie. Absolument. Donc c'est pour ça que l'Ukraine n'a absolument pas poursuivi la Russie devant cette cour d'arbitrage de l'ONU, parce qu'ils savent que de toute façon, ils sont perdants. Donc voilà, d'un petit peu l'état de la situation, et un petit point peut-être un petit peu long, mais je pense qu'il est peut-être intéressant pour certains auditeurs qui ont peut-être pas forcément tout suivi, qui sont pas forcément au courant de tout. Mais effectivement, la situation qui est ici est une situation très très complexe, qui s'inscrit dans un cadre géopolitique beaucoup plus large. Ouais. Ce qui se passe dans le Donbass est lié à la géopolitique mondiale et à la confrontation entre l'Occident mené surtout par les États-Unis et la Russie et les BRICS. Oui. Et donc c'est important quand même d'avoir cet éclairage géopolitique global pour comprendre ce qui se passe en fait ici. Ce qui se passe ici est dirigé, piloté par ces considérations géopolitiques. Et donc on peut peut-être ajouter quelque chose, Christelle, et tu m'invalideras si tu penses que c'est faux, mais j'ai le sentiment, avec l'attention que j'ai portée à toutes ces affaires depuis plusieurs années, qu'il y a un lien très direct entre la situation qui se produit actuellement autour d'Alep, en Syrie, et la reprise de la tension et la reprise des bombardements dans le Donbass. Comme si, oui, bien sûr, avec le même commanditaire derrière tout ça, il était tenté en fait de provoquer la Russie, soit en Syrie, et quand c'est pas possible en Syrie, dans le Donbass. En essayant en Ukraine, oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit bien, ce sont des conflits jumeaux qui sont effectivement poussés par le même commanditaire, à savoir les USA, avec le même but, c'est-à-dire aller embêter la Russie, essayer d'affaiblir la Russie, essayer de pousser à une confrontation. Il y a aussi à prendre en compte la situation avec la Turquie qui est en train de faire un revirement plus ou moins important et à revenir plutôt vers la Russie après avoir vu que l'OTAN, ils sont gentils, mais ils ont quand même tendance à te poignarder dans le dos dès que tu fais pas exactement ce qu'ils te demandent. Donc effectivement, là, ils voient la Turquie qui a tendance à s'éloigner d'eux, ils voient la situation en Syrie qui est pas du tout à leur avantage. Donc effectivement, on rallume un peu le feu en Ukraine, en espérant effectivement faire diversion et occuper la Russie sur ce front-là. Mais en réalité, comme la Russie n'est pas réellement impliquée dans le conflit dans le Donbass, ils sont juste là en termes de soutien humanitaire pour les populations et diplomatique au sein des accords de Minsk et du format Normandie. Donc la Russie
ça lui fait pas réellement un deuxième front puisque leurs forces ne sont pas impliquées ici. Donc à partir de là, c'est assez ridicule. Hein. Ici, les forces républicaines assurent la défense par elles-mêmes. Oui. Donc, il faut quand même noter une petite chose. C'est que, et compte tenu de ce qui s'est passé en Crimée, cette infiltration, et donc de cette augmentation brutale du bombardement des unités militaires ukrainiennes contre le Donbass, le ministre de la Défense a rappelé que la Russie n'accepterait pas une nouvelle offensive visant à détruire le Donbass et donc forcément massacrer la population. C'est ça. Donc ça signifie en gros, le sous-entendu est extrêmement lourd de conséquences et je dirais de signification, c'est que la Russie s'apprêterait à intervenir militairement si vraiment la situation devenait critique dans le Donbass. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pas la première fois. Poutine l'a dit à plusieurs reprises, a dit clairement lors de plusieurs interviews qu'il ne laisserait pas le Donbass tomber entre les mains des nationalistes et des bataillons nationalistes ukrainiens. Mais effectivement, l'intervention de Sergueï Chaïgou pourrait être, on va dire, plus rare sur ce dossier que des personnalités comme Monsieur Lavrov ou le président Poutine a quand même beaucoup de portée, parce que là c'est effectivement le ministre de la Défense, donc il dit clairement que les forces armées russes sont prêtes à intervenir si jamais ça dérapait au-delà de ce que les forces républicaines sont capables d'encaisser. Il faut se souvenir que de tels avertissements avaient aussi été adressés à la Géorgie avant l'attaque contre l'Ossétie du Sud. Absolument. Il y avait eu aussi des exercices de grande ampleur qui avaient été menés par la Russie pour faire démonstration, on va dire, de sa puissance, pour montrer à la Géorgie, bon, écoute, joue pas trop avec nous parce que ça va chauffer pour tes fesses. Ça n'avait pas été écouté, les avertissements n'avaient pas été écoutés. La Géorgie avait mené son offensive contre l'Ossétie du Sud. Donc là, on a un peu effectivement l'impression d'une répétition de l'histoire de la guerre d'Ossétie du Sud, avec de nouveau des JO estivaux qui peuvent servir de diversion médiatique. De nouveau l'OTAN derrière en sous-main agitant ses marionnettes. Et de nouveau, la Russie essayant vraiment par des négociations et par des avertissements répétés, diplomatiques et parfois un petit peu moins, de dire bon, si vraiment vous cherchez la merde, ça va vous tomber dessus, mais vous n'allez pas aimer. Donc effectivement, on a vraiment l'impression d'une répétition du scénario géorgien. Donc le fait que Sergueï Chaïgou tienne ce discours est très très révélateur, parce qu'effectivement il a très très peu intervenu sur le dossier ukrainien comparé à Lavrov ou à Poutine. Donc le fait que le commandant de l'armée, le ministre de la Défense tienne ces propos-là est effectivement très très clair. Donc effectivement le parallèle avec la Géorgie est très net, de dire voilà, on laisse les forces qui sont sur place gérer elles-mêmes, parce que voilà, c'est leur territoire, c'est leur population, nous on n'a pas à s'en mêler, mais par contre ils sont quand même garants des accords de Minsk. La Russie est quand même garante des accords de Minsk. Donc, si vous les violez ouvertement et que vous menez une grande offensive, et que effectivement les forces républicaines étaient dépassées, nous interviendrons. Donc, on va voir si ça suffit à refroidir Poroshenko et les bataillons punitifs, puisqu'il y a quand même beaucoup de flottement en termes d'obéissance et de discipline militaire entre le commandement et ses bataillons, qui ont un petit peu tendance à faire aussi ce qu'ils veulent. Y compris des crimes de guerre d'ailleurs. Y compris des crimes de guerre les plus atroces. On l'a vu avec le bataillon Tornado, où ils ont découvert sur les GSM des gars eux-mêmes. Donc on peut même pas parler de propagande russe. Les gars, ils ont fait eux-mêmes les preuves de leurs crimes. Ils sont filmés en train de commettre les atrocités. Ils sont filmés en train de violer des hommes, des femmes, des enfants, y compris des enfants d'un très bas âge, des tortures absolument ignobles. Donc ils se sont filmés, comme les nazis d'ailleurs, s'amusaient à se filmer, à se photographier dans les camps de concentration. Il y a un parallèle avec on va dire les ancêtres idéologiques de tous ces bataillons. Ils essayent d'imiter les pires saloperies qui a été commises par
les bataillons. Je crois même qu'ils arrivent à les dépasser, parce que là, vraiment, les viols sur des enfants de bas âge, des choses comme ça. Enfin, effectivement, là, c'était de véritables salopards. Les nazis ne faisaient quand même pas ça. Non. Donc là, ils les tuaient, hélas. Voilà. Bon. Mais là, effectivement, on est encore le cran au-dessus, quoi. On est encore, on en a passé le cran au-dessus. Donc c'est vrai qu'on va voir un petit peu comment ces bataillons, etc., vont réagir et comment Poroshenko va réagir dans les prochaines 24 à 48 heures. Est-ce que finalement il va abaisser le niveau d'alerte en se disant que le jeu n'en vaut pas la chandelle, en voyant que l'OTAN va l'envoyer au casse-pipe sans réel soutien, ou est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout pour éviter, on va dire, sa mort politique immédiate, à défaut d'une mort physique, en lançant les dernières forces dans une bataille perdue d'avance, qui lui permettrait de gagner du temps, peut-être pour se sauver et puis pour se dédouaner, en disant c'est pas de notre faute, si tout s'est cassé la gueule, on s'est fait battre sur le champ de bataille, on a été vaincu. Voilà, c'est de la faute aux vainqueurs. C'est la possibilité aussi que Washington soit elle-même poussée en avant à ce type de provocation, parce que l'économie américaine est en train de péricliter. L'économie américaine, l'économie européenne, l'économie de beaucoup de pays dans le monde, enfin la plupart des pays occidentaux sont dans un très très mauvais état, dans un contexte aussi de crise des ressources, puisque les ressources de la Terre, elles sont pas inépuisables. Oui. Alors, le pétrole, même s'il est le plus emblématique, n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de métaux, le pétrole et d'autres ressources qui vont arriver à épuisement assez rapidement. Donc les États-Unis, de par leur position hégémonique qu'ils essayent de maintenir, essayent bien sûr de mettre la main sur ces ressources, d'où la confrontation d'ailleurs avec la Russie. Oui. Puisque la Russie, déjà elle-même, contient beaucoup de ressources en gaz, en pétrole, en différents minerais, entre autres dans l'Oural et en Sibérie. Et beaucoup d'alliés de la Russie sont eux-mêmes des pays riches en pétrole, en gaz et en autres minerais. L'Afghanistan, ils y sont pas allés pour les beaux yeux des femmes qui se faisaient massacrer par les talibans et mettre sous une burqa. L'Afghanistan, moi je suis géologue de formation, on savait bien avant la guerre d'Afghanistan que l'Afghanistan était assis sur des mines d'or. L'Afghanistan était assis sur des milliards de dollars de minerais, entre autres de cuivre, de pierres précieuses et de plein de ressources naturelles qui sont très très intéressantes pour les gens les 1% qui s'en mettent un maximum dans les poches. C'est ça. Donc actuellement, effectivement, il y a une convergence de crises économiques, de ressources, de tentatives des États-Unis de garder leur hégémonie. C'est un empire qui est déjà sur le déclin, mais qui veut pas l'admettre, qui essaye de faire croire que jusqu'ici tout va bien. Mais en fait, ils sont déjà en train de dégringoler l'immeuble. C'est juste qu'ils se sont pas encore écrasés en bas. La question, c'est combien de personnes combien de pays ils vont entraîner avec eux dans leur chute. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'ils se cassent la figure tout seuls, au détriment de leur population, mais uniquement, ou est-ce qu'ils vont réussir à entraîner tous les autres dans un conflit mondial C'est le risque, ils l'ont déjà fait, c'est le risque. Voilà. Et c'est le très, très très grand danger, puisque malheureusement, je dirais que les États-Unis, sont dirigés par des gens qui n'ont absolument aucun égard pour la population. Donc ils seront capables de sacrifier tout un pays si ça pouvait leur faire gagner une victoire qui leur permette ensuite de pouvoir mieux s'en mettre plein les poches. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour le pouvoir, toujours pour la même chose. Toujours pour le pouvoir. Donc pour l'instant, on est en mode wait and see, et puis on va voir comment évolue la situation. Très bien. Voilà. Eh bien, merci Christelle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité, la situation militaire dans le Donbass. Bien évidemment, comme on est dans une situation assez exceptionnelle, puisque il y a un risque très très élevé actuellement d'une offensive ukrainienne contre le Donbass, on sera peut-être... en tout cas... amené peut-être à faire un point intermédiaire en urgence en fonction de la situation. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci et à très bientôt. Bon courage. Et, merci Tom, bonne soirée. Et puis merci prochaine. À toi. Merci. Au revoir. Ciao.